Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors, le plan séquence, c'est comme la vidéo que j'avais fait sur le split screen il y a pas longtemps. C'est quelque chose que je trouve extraordinaire d'un point de vue, comment je dirais, technique, purement technique. C'est vraiment dur à faire. C'est super dur à faire. Donc à chaque fois que je vois un plan séquence, je suis un petit peu fou comme le split screen. Parce que le split screen, c'est plus quand même au montage que de la manière de tourner, hein. Ça s'effectue pas mal au montage. On peut tourner différentes scènes et ensuite les monter en split screen. Alors que le plan séquence, c'est quelque chose qui est complètement différent. Le plan séquence, c'est vraiment au tournage que ça se passe, puisque comme son nom l'indique, c'est un plan qui n'est pas coupé. C'est un plan qui est sur la continuité. Si tu sais pas c'est quoi un plan séquence, peut-être je te l'apprends, je sais pas. Donc c'est ça, c'est un plan qui est vraiment sur la continuité. On part et on fait, la plupart du temps, c'est entre 3 et 4 minutes, un plan séquence, la durée moyenne. Et c'est ça, pendant 3 à 4 minutes, la caméra va suivre, la plupart du temps c'est comme ça, un personnage. Mais encore une fois, il y en a certains qui varient. Et on va rentrer, je vais rentrer, je ne veux pas commencer à parler au haut encore une fois, hein. Donc je vais rentrer plus dans les détails de différents plans séquences qui, moi, je trouve, sont particulièrement bien faits et vaut la peine d'en parler. Donc on va voir ça sur les plans séquences que j'ai choisis, mais maintenant il y en a plein d'autres et c'est pas nécessairement ceux que j'ai choisis. En tout cas, moi j'estime qu'ils sont pas mal bons, mais il y en a peut-être des meilleurs que ça. Et donc, c'est ça, la durée moyenne, pour revenir à ça, c'est 3-4 minutes, et c'est sans interruption, hein. Donc, souvent, on suit un personnage, certains diffèrent, comme je le disais à l'instant, et on le suit à travers les méandres des décors, et il y a des interactions avec d'autres personnages, etc., etc. Donc, la difficulté propre du plan séquence, qu'il faut te dire, c'est que si à un moment donné, donc il y a plusieurs interactions entre plusieurs personnages, un gars qui ouvre une porte, qui sort, qui croise le personnage principal, etc., c'est quelqu'un qui cafouille, qui dit mal sa ligne, qui lui rentre dedans, ou ça se passe mal, faut tout recommencer à partir du début, obligatoirement. Donc là est la difficulté, la principale difficulté du plan séquence, en plus de placer toutes tes caméras, et la plupart du temps d'ailleurs c'est une seule caméra qui va suivre, donc de placer ta caméra avec les travelling, les panoramiques, etc., que ça peut inclure dans la manière de filmer. Mais en plus de ça, il faut pas qu'il y ait un raté, parce que... Ouh, j'ai parlé fort là. Parce que si jamais, dans, je vais dire, un montage qui est, ou une manière de tourner qui est plus conventionnelle, c'est sûr que tu peux couper et reprendre où est-ce que tu en étais au niveau du dialogue. Tu n'es pas obligé de reprendre la scène au début, ou si c'est des scènes qui sont plus courtes, tu peux la reprendre au début, mais c'est moins compliqué parce que tu as juste tourné 15 secondes de film, 20 secondes, peut-être même des fois proche de 1 minute. Mais c'est dans une pièce, le personnage a déambulé jusqu'à la fenêtre, il a parlé, là il s'est planté, bon on recommence à zéro, c'est pas trop grave. Mais sur un plan de 4 minutes, quand tu te plantes à 3 minutes 50, faut tout recommencer. Et ça c'est l'horreur totale. Un plan séquence, la plupart du temps, ou en fait quasiment tout le temps, ça sert évidemment à la continuité narrative. Donc il est là pour expliquer une manière que va avoir le personnage d'être confronté à divers éléments au fur et à mesure où il évolue dans ce plan-là. Et on va présenter beaucoup de choses qui, la plupart du temps, d'ailleurs, sont inhérentes au personnage. Donc on comprend mieux comment le personnage évolue vis-à-vis de d'autres personnages ou d'autres éléments auxquels il a à faire face durant le plan séquence. Donc c'est réellement là pour marquer comment dire, une continuité, pour mieux expliquer comment fonctionne le personnage, le plan séquence. Là, je vais parler plus en détail de différents plans séquences que j'estime qui sont, comme encore une fois pour ma part, mais importants dans le milieu du cinéma. Et pourquoi? Et on va les voir tout de suite, les uns après les autres. Alors, il faut différencier les films où il y a réellement des plans séquences et ceux qui, comment je dirais, imitent le plan séquence, mais en fait, ce ne sont pas réellement des plans séquences. Donc ça, là-dessus, je vais revenir plus en détail sur certains films que j'ai en tête. Je vais commencer avec du film d'action. Je pense à The Protector avec Tony Jaa en 2005. Un plan séquence de 3 minutes 56. Et c'est exact, hein. Donc on va dire à peu près 4 minutes. J'ai pas vu le film, personnellement.
je ne suis pas un amateur nécessairement de films d'action, parce que pour ma part, je pense qu'un film d'action, je dis souvent pour ma part, un film d'action, l'action dans un scénario doit toujours servir l'histoire. C'est comme ça que je vois les choses, et pas l'inverse. Donc si tu fais un film où on fait juste des scènes d'action, puis on essaye de bricoler un bout d'histoire au milieu, je trouve ça toujours... Il y a beaucoup, beaucoup de films qui sont comme ça. Et là, je m'emmerde littéralement, quoi, ça n'a aucun sens. Par contre, si tu prends des films comme Bourne Identity, par exemple, le premier Bourne, ou Supremacy même, Ultimatum aussi, d'une certaine manière, euh, eux, c'est ça, l'action sert plus l'histoire. Bourne Identity, j'avais beaucoup aimé l'histoire. C'est sûr que c'est adapté d'un bouquin, mais j'avais aimé ça. Et là, l'action sert l'histoire. Mais dans ce plan séquence-là, donc j'ai pas vu le film encore une fois, mais dans ce plan séquence-là, c'est super intéressant quand même. Donc c'est une grande scène d'action. Et on voit Tony Jaa qui arrive littéralement en bas d'une sorte de building, je dirais, où il peut déambuler et monter au fur et à mesure les étages. Et, euh, et il est assez phénoménal ce plan séquence-là. Parce que d'abord, c'est une scène d'action. Donc c'est sûr qu'il y a une chorégraphie qui est mise en place qui est quand même assez intense. Faut pas se rater, hein. Il y a des gens qui traversent... pas des vitres mais des barrières là, comment dire, des rampes d'escalier qui descendent jusqu'en bas. Donc c'est ça, faut pas se rater. Les mouvements de caméra sont hallucinants parce qu'on suit vraiment le personnage monte, on le laisse aller, finalement il retombe sur une table à un moment donné, il redescend, il remonte, là on le suit, on s'arrête, on le voit en haut, il continue en haut, à un moment donné il passe derrière une palissade, fait que nous on est de l'autre côté de la palissade et néanmoins on a quand même l'interaction qui s'effectue. C'est vraiment, vraiment un travail technique hallucinant. Donc ça, je voulais en parler. Lost in London, 2017, de Woody Harrelson, avec Owen Wilson et Willie Nelson aussi. Ça fait beaucoup des sons. Ça, c'est un film un peu particulier qui dure 1h40, mais en fait, il est filmé, donc c'est réalisé, écrit et joué par Woody Harrelson. Et en fait, c'est filmé directement, caméra à la main. Donc c'est effectivement une sorte de plan séquence. Mais la manière dont le film a été conçu, c'est assez particulier. En fait, c'est un petit accident, un petit événement que Woody Harrelson a eu dans un taxi. Je ne connais pas en détail comment ça s'est passé, mais il aurait cassé en fait un cendrier dans le taxi. Il serait plus ou moins échappé du taxi, aurait pris un autre taxi. Le taxi a porté plainte. La police a pris en chasse le second taxi dans lequel était Woody Harrelson, l'a arrêté. Il a passé une nuit au poste. Et lui, il a voulu recréer un petit peu ces événements-là en film. Donc on le suit dans les différents taxis, etc. Donc c'était après que les événements ont eu lieu naturellement. Et ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a diffusé le film dans 550 cinémas aux États-Unis, 1 heure après l'avoir filmé. Donc on voit qu'il n'y a quasiment pas de montage. C'est vraiment filmé tel quel, en live, quasi live, et ensuite retransmis au cinéma. Et il a été présent quand le film a été retransmis. Donc ça, c'était quand même aussi à noter. C'est un très long plan séquence, mais là, on est plus dans ce que j'appellerais la télé-réalité, quelque part, entre guillemets. Une déconstruction. Et c'était son anniversaire, donc Ouais, il fait c'est des ça. constructions. Ouais, c'est C'est super ça, cool. mais on n'est pas dans le 3 temps. Pas encore. Bientôt. Là, on est Cette semaine. Ouais. Dans le temps, on a fait quand même la villa serre. Exactement. Parce qu'il est né en milieu de semaine, donc on le fait le week-end. Parenthèse d'anniversaire de mon fils. Donc c'est ça. Là, on est plus réellement dans la télé-réalité que véritablement dans le plan séquence. Dans l'exercice, ok, ça s'apparaît. Ouais, je sais plus parler. Ça, ça correspond un peu à un plan séquence, mais c'est sûr que l'exercice est peut-être un peu plus simple vu qu'on est quand même en caméra à l'épaule, on suit quelqu'un. J'avais pensé aussi à Gravity, 2013 d'Alfonso Cuarón, avec Sandra Bullock et George Clooney. Donc là, on a vraiment là, on est typiquement dans les effets spéciaux. Et là, on a vraiment un plan séquence qui est assez intéressant quand même. Il est quand même assez long. C'est carrément dans la scène d'ouverture du film. Si tu as vu le film, ils sont à l'extérieur d'un, comment on appelle ça, navette shuttle, une navette spatiale, qui sont en train de réparer. Sandra Bullock est là depuis vraiment longtemps, elle est fatiguée, etc. etc. Donc tu as vraiment toute une scène d'ouverture qui n'est pas vraiment un plan séquence. Ensuite, ça devient un plan séquence. Et après, avec le plan séquence... Non, je pense que la scène d'ouverture est un plan séquence, honnêtement.
Bref, quand on arrive sur eux, je pense que c'est un plan séquence. Et après ça, il y a des débris qui arrivent. Et là commence en fait l'action réellement du film, qui va détruire en partie d'ailleurs la navette. Et Sandra Bullock qui va être prise dans une sorte de... elle est attachée à un bras mécanique et elle va tourner en spirale. Parce que dans l'espace, évidemment, la vitesse reste toujours la même. Donc elle tourne, elle tourne, elle tourne, puis elle ne peut plus jamais s'arrêter. Donc là, on voit vraiment avec tous les effets de caméra et le plan séquence qu'il y a, c'est très très intéressant. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, donc j'imagine que les effets spéciaux ont beaucoup aidé au montage du plan séquence, ce qui est peut-être pas le cas dans des plans séquences qui sont plus, je dirais, traditionnels. J'ai retenu aussi le plan séquence de The Goodfellas, 1990 de Martin Scorsese, grand classique, avec Ray Liotta, Joe Pesci, notamment Robert De Niro, naturellement, qui a joué à l'époque dans quasiment tous les Scorsese de l'époque, où c'était toujours des films de mafia. The Goodfellas, le plan séquence est exceptionnel, parce que là, on a vraiment... Là, on suit, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, un personnage qui va rentrer dans une boîte, comment je dirais, un club de danse de l'époque, de jazz, ou quelque chose comme ça, là, où il y a de la musique, etc. En tout cas, typiquement américain. Il passe par les cuisines et tout, parce que, en fait, c'est déjà un gars qui est vachement ancré dans la mafia, donc ça lui permet d'avoir des passe-droits, il donne des billets de 20 $ à tout le monde. Il impressionne sa nouvelle femme comme ça. Et on le suit vraiment au travers de tout le méandre de cette espèce de restaurant slash club de danse. Club de danse, c'est pas un club de danse, mais restaurant qui met en scène aussi de la musique, etc. Et cabaret, une sorte de cabaret, plus ou moins. Et c'est ça. Et là, on a vraiment le b.a.-ba du plan séquence où le personnage évolue au travers des couloirs. Et il y a d'autres personnages qui vont arriver devant. Il va passer à côté, il va parler à un, il va donner un billet de 20 $ à l'autre, etc. Salut le chat. Etc., etc. Donc on a vraiment une interaction du personnage jusqu'à ce qu'il y a d'autres personnages même d'ailleurs qui lui montent une table à un moment donné parce que sa table n'est pas faite pour qu'il soit vraiment devant vu que comment dire, c'est quand même quelqu'un qui donne beaucoup d'argent à tout le monde pour avoir ses passes droits. Donc on voit aussi les gens, puis les personnages arrivent au moment où la table est montée. Donc c'est vraiment toute une orchestration qui est finement bien exécutée. Ça c'est un très très grand plan séquence. Je trouve pour ma part. Je vais avoir une autre partie, mais je vais continuer aussi sur les films d'action. Je voulais en parler, ça me tenait à cœur. Il n'y a aucun plan séquence là-dedans, mais j'avais parlé de Tony Jaa, mais pour moi, vraiment, le b.a.-ba du film d'action tel qu'il doit être fait, surtout moderne, c'est The Raid et The Raid 2 de Gareth Evans, qui a été tourné en Indonésie. C'est un Anglais, mais qui tourne en Indonésie. Il avait fait un documentaire à la base, et puis finalement, il avait découvert comment on appelle ça, le sport de combat local. Et il tourne avec Iko Uwais. Aiko Uwais. J'ai du mal à prononcer son nom. On a vu d'ailleurs les deux personnages, Aiko Uwais et Yayan quelque chose, je me souviens plus son nom, malheureusement, désolé. On les voit dans Star Wars, je pense que c'est épisode 7. À un moment donné, ils ont une sorte de comment dire, caméo. The Raid et The Raid 2, c'est vraiment le b.a.-ba de comment filmer un film d'action. Là, il y a énormément d'action. L'action sert l'histoire, c'est de l'action pendant tout le long du film. Les mouvements de caméra sont hallucinants. C'est vraiment hyper étudié. Dans The Raid 2, notamment, il y a une course-poursuite en voiture qui est complètement phénoménale. Comment c'est filmé, c'est phénoménal. J'avais jamais vu ça, honnêtement. Et puis, aussi, petite anecdote quand même, mais Judge Dredd, le remake qui avait été fait avec Karl Urban, hein, du film, remake ou nouvelle adaptation de la BD, reprenait carrément le scénario de The Raid en copié et en très mal fait. Donc j'étais très 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 mécontent quand j'avais vu ce film-là, parce que The Raid et The Raid 2, c'est vraiment des très très grands films. Je m'arrêterai là-dessus, mais ça me tenait à cœur d'en parler parce qu'il n'y a pas de plan séquence, mais les manières de filmer, je suis retombé dessus par hasard, et ça m'avait vraiment marqué. Les manières de filmer l'action est tellement, la caméra est tellement dynamique et c'est tellement original comment il se place à chaque fois pour pouvoir avoir une meilleure vision de l'action. Et encore une fois, l'action sert parfaitement bien le scénario et surtout le personnage principal avec sa mythologie. The Raid et The Raid 2 de Gareth Evans, qui va sortir d'ailleurs, je vais finir avec ça, je parle toujours trop, The Apostle sur Netflix, c'est en octobre, je pense le 12, je pense c'est le 12 mais je suis pas sûr, c'est son premier film américain, coproduction américaine et anglaise, qui va sortir sur Netflix.
C'est un film d'horreur. J'ai vraiment hâte de le voir, j'espère que je ne serai pas déçu. Donc, parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Donc c'est ça, Gareth Evans. Je vais poursuivre sur les plans séquences avec 3 grands films. Là, j'avais cité des plans séquences que je trouvais vraiment quand même assez bons. Mais là, on va rentrer dans le phénoménal. Je vais commencer du moins bon au meilleur. Boogie Night. Plan séquence, il y en a 2 dans ce film-là. Les plans séquences sont peut-être plus traditionnels, la manière dont c'est fait. Quoique, le premier plan séquence, qui est à l'ouverture du film, où on suit Burt Reynolds qui va rentrer encore une fois dans une sorte de bar. Je pense que c'est un bar, c'est pas un cabaret. Et là, vraiment, au départ, on a, comment je dirais, une sorte de travelling. Réellement, on voit la caméra sur le dessus, la voiture qui arrive. Ensuite, la caméra redescend. C'est vraiment super dur à faire d'un point de vue technique pour se rapprocher des personnages. On arrive proche des personnages et là, ensuite, on rentre avec les personnages directement dans le club, là, ou peu importe, le bar. Ouais, le bar, on va dire. Et là, on suit ensuite Burt Reynolds, qui évidemment a différentes interactions avec différents personnages, jusqu'à l'intérieur. À l'intérieur, on suit d'autres personnages, qui sont les personnages principaux du film, jusqu'à terminer à un moment donné sur Mark Wahlberg, qui joue Eddie, je ne sais plus comment, je ne sais plus le nom exactement, du personnage, mais qui reprend un peu la vie de John Holmes, l'acteur pornographique des années 70, je pense, 70, ouais c'est ça, 70. Et on s'arrête sur lui, le plan séquence termine là. Donc on voit vraiment différents personnages et surtout différents mouvements de caméra qui sont quand même, surtout le premier panoramique jusqu'à Burt Reynolds, excessivement difficile à faire. Et ensuite, en plus, on recule pour continuer avec lui. Ça a dû être un casse-tête hallucinant pour faire ça. Les 2 derniers films desquels je parlerai. Le premier, c'est Snake Eyes de Brian De Palma, 1998, avec Nicolas Cage notamment, et Carla Gugino, et Gary Sinise. Ça, c'était quand c'est sorti le plus long séquence qui avait jamais été fait. Je pense qu'il a été battu à l'heure actuelle. C'est 13 minutes de plan séquence. C'est excessivement long. On suit Nicolas Cage dans les méandres. Là, lui, il s'en va voir un match de boxe. Donc, on est vraiment dans l'espèce de stade qu'il y a. Et on va en l'arrière du stade. Là, il y a une confrontation avec un personnage, etc. C'est vraiment bien fait. Il y a un autre personnage qui voit de loin les portes se ferment. Il y a plein de choses qui se passent jusqu'à ce qu'il arrive à l'intérieur même du stade où il a une place en avant parce qu'il connaît les bonnes personnes. C'est encore quelqu'un qui est très corrompu. C'est un policier corrompu, je pense. Ben, je pense pas, c'est sûr. Il prend de l'argent aux gens et puis il en donne à d'autres. Et il assiste au match de boxe, évidemment, il a parié. Et là arrive toute la scène de meurtre qui est en fait la scène centrale du film, en plan séquence, qu'on va revoir par la suite avec différents split screens, parce que Brian De Palma, c'est un maître en la matière. J'en avais parlé d'ailleurs dans les split screens, c'est un maître en la matière, au niveau des split screens, au niveau des fondus enchaînés, au niveau des plans séquences. Il est hallucinant, ce réalisateur-là. Donc on a vraiment toute cette dimension-là et qui va amener au meurtre, et par après, on va voir toutes les différentes facettes qu'il y a eu, parce qu'il y a des gens déguisés toujours dans les films de Brian De Palma qui ont des perruques ou qui sont des personnes qu'on fait croire qu'ils sont là et qui ne sont pas là, et comment le personnage principal, qui est Nicolas Cage, va essayer de dénouer tout ça pour arriver finalement à la conclusion de son enquête. Donc on a vraiment un plan séquence hyper travaillé, très très long, c'est vraiment long, 10 minutes. Dernier plan séquence dont je parlerai, c'est The Player de Robert Altman, 1992, avec Tim Robbins notamment, mais je pense qu'il y a plein d'autres acteurs. Oui, il y a Fred Ward là-dedans aussi. Beaucoup d'acteurs connus dans ce film-là. Ça, c'est un grand classique. J'ai pas aimé tous les films de Robert Altman, pour être vraiment honnête, même si c'est un grand réalisateur. Je trouve qu'il y a dans sa filmographie certains films qui avaient été ratés, et je m'étais arrêté honnêtement à Shortcuts dans les années 90, je pense que c'est 92 ou 93, et puis un autre film, Prêt-à-porter. Ça, c'était... sur le monde de la mode. Ces 2 films-là m'ont vraiment... The Player, c'était pour moi un des plus grands films qui existent. C'est un classique. Mais après ça j'ai vraiment pas aimé ces films-là. Moi, ce que j'estimais de la perte de temps. Pourquoi faire un scénario sur le prêt-à-porter? C'était complètement inutile. Mais The Player, parce que c'est de ça qu'on parle, The Player est un film exceptionnel. Là, on a le plan séquence que j'imagine, honnêtement, c'est pour ça que je l'ai gardé en dernier, qui est le plus important, qui a été le plus dur à concevoir. Il est phénoménal. Il y a une interaction entre plein de personnages. En fait, on va suivre une carte postale, qui, elle, la carte postale,
est une sorte de chantage qui va être donné à Tim Robbins par la suite. Donc il y a un accident notamment avec le gars en vélo qui est le courrier, etc. Mais on suit tous les personnages différents, notamment Tim Robbins qui est le personnage principal, mais les autres aussi, en interaction les uns avec les autres au fur et à mesure, qui quittent le plan, ils reviennent à un autre moment donné, ils font autre chose. On va voir le bureau de Tim Robbins par l'extérieur. Il va discuter, il va y avoir une scène vraiment dialoguée. On revient à d'autres personnages. On repart au bureau, mais là, c'est d'autres personnages qui étaient à l'extérieur, qui sont rentrés, qui sont dans le bureau à l'extérieur, à l'intérieur, et on les entend de l'extérieur. Et c'est tout comme ça. Je pense, à mon humble avis, vraiment le plan séquence qui a été le plus dur à réaliser dans toute l'histoire du cinéma. Très honnêtement, vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Tellement les personnages peuvent rentrer, sortir du cadre et être à d'autres endroits après, et voire même à l'intérieur même de certains décors, par exemple le bureau qu'on voit de l'extérieur, que j'arrête pas de répéter. Donc on a vraiment, c'est vraiment la manière de faire est phénoménale. C'est sûr que quand on parle de plan séquence, on pense aussi à Jean-Luc Godard qui avait fait Weekend. Je pense que c'était en 67, je ne veux pas me tromper. Mais ça, on est plus dans un plan séquence tout de suite qui est linéaire. On suit une voiture, il y a eu un accident, puis on suit une voiture du coup dans un espèce de bouchon et lui il s'infiltre. Mais The Player, parce que je reprenais Godard, parce que tout le monde en parle de ce plan séquence là, mais pour moi c'est vraiment The Player qui est la base même de comment doit être fait. Pas comment doit être fait un plan séquence, là, je m'exprime mal, mais je dirais plutôt le meilleur plan séquence qui a jamais été fait dans l'histoire du cinéma, comme je reviens à ce que j'ai dit il y a 2 ou 3 minutes, parce que je parle beaucoup et je tourne en rond. Mais je m'excuse. Mais c'est ça, c'est l'exemple, l'archétype du plan séquence parfait, honnêtement. Je finirai là-dessus. Sur Boogie Night, j'avais dit qu'il y avait 2 plans séquences et j'en ai oublié un. Plan séquence d'ouverture, mais il y a un plan séquence aussi à l'intérieur. Si tu as vu le film, tu sais exactement ce dont je parle. C'est Little Bill qui est joué par... Le nom m'échappe, encore une fois, désolé. William H. Macy. Yes, je l'ai retrouvé. Donc, et Little Bill, c'est le directeur de la photographie, je pense, puisque tu as une équipe de tournage, Burt Reynolds étant le réalisateur, dans le milieu de la pornographie, qu'on suit, avec Mark Wahlberg qui joue, lui, l'acteur porno qui est... on suit sa vie, mais en fait on suit aussi quand même les autres, une interaction avec les autres. Ce personnage-là, à chaque fois qu'il y a une fête, sa femme est en train de coucher avec diverses personnes, et à un moment donné, il en a marre. Donc dans ce plan séquence-là, on le voit rentrer dans la fête, il n'a aucune idée de ce qui se passe dans la chambre en arrière, il rencontre différents personnages, ça va bien. Finalement, il ouvre une porte, il se rend compte de ce qui est encore en train de se passer. Et là, ce qui est intéressant dans ce plan séquence, c'est qu'on voit en fait la transformation du personnage. Il joue super bien, William H. Macy, où il reste sobre, mais en même temps, il a passé le cap. Les limites ont été franchies. Ça y est, c'est le point de non-retour. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus à un tel point qu'on ne le voit même pas sur son visage. Mais c'est souvent comme ça, hein, l'être humain. Il y a beaucoup de gens qui finissent par, à un moment donné, exploser, s'énerver, puis on ne comprend pas d'où ça vient, mais en fait, c'est une accumulation de choses. Et lui, c'est à peu près ça. Donc, il retourne à sa voiture. Il fait ça de manière très, comment je dirais, très calme. Il pose son verre calmement sur le toit de sa voiture. Il ouvre sa porte. Il l'ouvre vraiment avec la clé. Sa porte. Il va chercher un pistolet. Il referme sa porte avec sa clé. Ça, c'est très important, le détail, mais quand même, il fait ça. Donc, on voit que le gars est quand même... Il met tranquillement les balles dans le barillet. Il retourne vers la chambre. Il assassine les 2 personnes qui sont là, ou plus... Bah, sa femme et le ou les personnes qui étaient là avec elle. Et finalement, il termine dans la salle de séjour où il y a la grande fête et il se suicide en direct. Donc, il y a vraiment un plan séquence où on suit littéralement le personnage avec comment dire, ses sentiments et comment ces sentiments peuvent évoluer à l'intérieur d'un seul et même plan. Donc ça, j'avais trouvé ça quand même phénoménal. Très bien fait. Plan séquence qui n'est pas comme celui de The Player qui est, j'avais oublié de le dire, peut-être 8 minutes. Snake Eyes qui approche les 13 minutes. Ça, c'est un plan séquence de 4 minutes. Comme je disais, c'est à peu près la durée moyenne d'un plan séquence en général. Je vais finir avec 2 films qu'on pense être des plans séquences et qui ne le sont pas. Comme je l'avais dit en début de vidéo, The Birdman en 2014 d'Alexandro G. Je ne sais plus comment. J'ai oublié son nom.
parce que son nom est un petit peu compliqué pour moi, mais désolé. Avec Michael Keaton. On pense que c'est un plan séquence, mais c'en est pas un. C'est vraiment un film que tu as l'impression qu'il est littéralement filmé en plan séquence. Il doit y en avoir quand même pas mal à l'intérieur du film. Mais il faut te dire que dès que tu vois une porte, où ça s'arrête sur une porte en gros plan, dès que tu rentres dans une salle où il fait noir, par exemple, là on peut couper. On peut couper tous ces endroits-là. Et The Birdman, c'est comme ça. Il y a plein d'endroits en fait qui sont coupés et tu t'en aperçois pas. Parce que c'est un plan fixe de quelque chose, parce qu'on arrive devant un cadre, parce qu'on s'arrête. Et là, on peut toujours couper, on peut arrêter et reprendre à partir de là. Donc ce n'est pas un film qui est en plan séquence dans sa continuité, comme peut l'être Lost in London de Woody Harrelson, mais comme je l'ai expliqué, c'est plus dans le principe de la télé-réalité. Et le deuxième, c'est la Casa Muda de Gustavo Hernandez. C'est un film d'Uruguay, 2010, qui a eu un remake de Silent House avec Elizabeth Olsen en 2011, je pense, c'était un an après, qui lui, je pense d'ailleurs, n'a pas été tourné en plan séquence. La Casa Muda, j'espère que je prononce bien, mais je ne connais pas, je suis pas bon en espagnol, en langue latine. Latine, oui, je parle français, mais en langue d'origine hispanique. Il avait la prétention d'être un plan séquence tout le long du film. C'est vrai que quand tu le regardes, tu as l'impression vraiment que ce soit un plan séquence. Une fille qui est séquestrée dans une maison, il y a un tueur, elle se cache, etc. Mais en fait, c'est coupé à divers endroits, justement où c'est dans le noir. À un moment donné, les pièces sont plongées dans le noir et là, il coupe. Et il l'a dit d'ailleurs, le réalisateur, que c'était comme ça. Mais il a quand même une continuité de plusieurs plans séquences qui ont été faits les uns après les autres. Donc il y a quand même un exercice qui est quand même, faut le dire, a dû être excessivement difficile à faire parce qu'il s'est donné une technique élaborée pour faire ce film-là qu'il aurait pu ne pas se donner. Il aurait pu le filmer de manière très très conventionnelle, mais c'est sûr que ça aurait donné peut-être une ambiance différente. Le fait que ce soit filmé en sorte de plan séquence, qui n'en est pas un, ça donne de l'oppression beaucoup aux spectateurs, puisque nous, on se projette dans le personnage principal, hein, c'est ça la manière de faire du cinéma, du théâtre ou même de la lecture. C'est toujours ça, on fait une projection dans le personnage principal, d'où la problématique des anti-héros, comment se reconnaître dans un anti-héros. Mais là, parenthèse fermée, mais là, c'est ça, s'il l'avait fait de manière plus conventionnelle, ça aurait perdu un peu, je pense, de son côté oppression que tu peux sentir, où tu as l'impression littéralement d'être le personnage principal et de vivre les événements. Donc, je voulais parler de ces deux derniers films-là, La Casa Muda et The Birdman, qui sont ce genre de films-là où tu penses que c'est un plan séquence, mais c'est déguisé. Ça n'en est pas un. Je pense aussi à Mr. Robot. Mr. Robot, il y avait un épisode, je pense que c'était l'épisode 3, saison 1. Je suis pas certain. Tu peux aller vérifier. Je suis pas sûr de moi. Je ne peux pas non plus tout savoir sur tout. Mais mon cerveau emmagasine beaucoup de détails inutiles sur le cinéma la plupart du temps. En fait, c'est ça, là-dessus, c'est tout filmé en plan séquence, mais c'en est pas un non plus. C'est 50 minutes, je pense, un épisode approximativement, mais c'en est pas un. C'est pas un plan séquence non plus, ça a été coupé aussi à différents endroits. Donc on pense que c'est un plan séquence, puis c'en est pas un. Dans Better Call Saul, il y en a un de plan séquence aussi. On suit, je pense que c'est dans la saison 1, on suit un camion frigorifique et on montre comment la drogue rentre dans le camion frigorifique pour pouvoir passer du Mexique aux États-Unis. Ça, c'est un plan séquence, mais c'est un plan séquence plus basique qui est carrément au début de l'épisode et qu'on suit et qui a une durée beaucoup plus moyenne. Donc là, on est dans un plan séquence plus classique. Pour finir avec ça, des plans séquences, c'est là que je voulais parler de ça, des plans séquences qui sont déguisés, des films, ou même des plans séquences qui sont déguisés en plans séquences, mais qui n'en sont pas. C'était ça mon point. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était en ce qui concernait les plans séquences. J'ai encore super beaucoup parlé. On va voir, je vais regarder au montage si je tourne pas trop en rond. Donc, j'avais fait le split screen, j'ai fait le plan séquence, ça me tenait à cœur parce que c'est aussi quelque chose que je trouve phénoménal à faire. C'est très difficile à faire, très honnêtement. Et ça apporte toujours quelque chose au scénario, je pense. Tous les plans séquences. Je ne les ai pas tous en tête, c'est clair, je ne les ai sûrement pas tous vus. Mais je pense que, vu la difficulté, la technique, pour faire quelque chose comme ça, c'est parce que tu veux le faire à un moment donné, hein, en tant que réalisateur. Donc c'est sûr que c'est par rapport au scénario, ça ne peut pas être autrement, je pense.
Donc, après, comme d'habitude, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, pourquoi pas. Et puis, on se retrouve à la prochaine.